Bonjour, donc une nouvelle vidéo et cette fois on va s'intéresser au dernier jour d'un condamné. Là encore ce sera la première d'une série, je pense de 3 vidéos, et à travers ces vidéos qui vont se rapporter au dernier jour d'un condamné, on va essayer de diviser l'œuvre en 3 parties qui vont nous permettre de mieux le comprendre et qui vont pouvoir nous faciliter l'opération de la mise en situation. Comme vous le savez, situer le passage, c'est l'une des questions qui se pose le plus souvent dans l'examen régional. Et c'est l'une des questions qui pose le plus de problèmes. Alors pour pouvoir situer le passage dans une œuvre, il faut connaître les événements principaux de cette œuvre. Et donc il faudrait comprendre la progression de ces événements dans l'œuvre. Et c'est pour cela, à chaque fois, on divise l'œuvre en 3 parties afin que nous puissions comprendre les étapes importantes par lesquelles passe l'œuvre, le développement des événements dans l'œuvre. Donc cette première vidéo va se rapporter, va parler sur la première partie entre le chapitre 1 et le chapitre 7. On va en parler de 2 façons différentes. On va en parler de façon générale. Et puis on va essayer de organiser le développement chronologique de cette partie qui est particulièrement difficile par rapport aux autres parties de l'œuvre. La première partie, on a dit du chapitre 1 au chapitre 7, c'est une partie de mise en situation de façon générale. C'est-à-dire que dans ces chapitres, l'auteur nous donne des informations essentielles, principales, pour que nous puissions comprendre l'œuvre, nous donne les outils nécessaires qui vont nous permettre de suivre la suite du récit. Alors, première information, c'est qui parle. Bien sûr, ça, on l'a dès le premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce narrateur? Alors, c'est un narrateur personnage et on comprend, puisque c'est lui qui parle, on comprend ça à travers ce qu'il dit, on comprend qu'il est cultivé, que c'est un intellectuel, que c'est un bourgeois, qu'il est jeune, ou relativement jeune, qu'il est bien élevé. Bref, ce qu'on veut nous montrer, c'est que ce n'est pas le profil classique d'un criminel. Il ne ressemble pas à un criminel classique. Ce condamné à mort, malgré le fait qu'il est condamné à mort, donc quelque part c'est un criminel, et j'ouvre une toute petite parenthèse, il est coupable puisqu'on apprend par la suite dans l'œuvre on apprend par lui, par son propre aveu, qu'il a effectivement commis ce crime pour lequel il est condamné. Et donc, il est criminel, mais il n'a pas le profil classique d'un criminel. Il ne ressemble pas au criminel. Alors bien sûr, ça c'est important dans la stratégie argumentative que développe Victor Hugo par la suite. Et dans une autre vidéo, on va revenir sur cette stratégie et sur ces choix essentiels de cette stratégie. Mais pour l'heure, dans cette première partie, à travers le premier chapitre, le troisième chapitre, le sixième et le cinquième chapitre, à travers tous ces chapitres, du chapitre 1 au chapitre 7, on a quelques informations qui sont un tout petit peu données ici et là. Et voilà ce qui nous renseigne sur le narrateur. Où? Alors, bien sûr, les événements se passent à Bicêtre, qui est présenté comme une prison immonde, et on en fait la description au chapitre 4 de l'extérieur, lorsque on nous raconte l'arrivée du condamné à mort à Bicêtre, et puis de l'intérieur dans le chapitre 5, lorsqu'il commence à raconter ses premiers instants dans cette prison. Alors,
l'information suivante, c'est comment. On entend par ça la façon avec laquelle se présente le texte. Et le texte se présente dans une forme particulière. Cette forme d'ailleurs, elle est particulière pour tout roman, mais surtout elle est particulière au temps où Victor Hugo il a écrit ce texte, puisqu'il se présente sous la forme de ce qu'on appelle un monologue intérieur, c'est-à-dire que l'accent est mis sur les idées et les sentiments du condamné. Là, on se concentre, monologue. Le monologue, en fait, c'est une forme d'expression qui est prise, comme vous le savez, du théâtre. Le monologue, au théâtre, on l'a lorsque un personnage, il est seul sur scène et il fait semblant de parler à lui-même. Donc, il parle à lui-même, donc il se dit ses propres pensées, ses propres sentiments. Et c'est la forme dans laquelle se présente ce récit. On a un personnage qui parle à lui-même, qui parle de lui-même, puisqu'il se concentre sur ses sentiments et ses pensées. Ensuite, on a bien sûr sa situation, puisqu'il est condamné à mort. Et on précise bien sûr, chapitre 1, chapitre 3, chapitre 5, chapitre 6, 7, on précise à chaque fois et on insiste sur cette idée que cette situation est source de souffrance à la fois physique, mais surtout des souffrances psychologiques. Et puis, on répond aussi entre le chapitre 6, surtout dans le chapitre 6, pourquoi de ce texte. Et c'est là, c'est en fait à partir du chapitre 6 qu'on nous explique dans le texte qu'il s'agit d'un roman à thèse. Puisque dans le chapitre 6, on nous dit pourquoi ce texte, la raison pour laquelle ce texte est écrit. Alors, première raison pour laquelle ce texte est écrit pour le narrateur, ça lui permet de s'exprimer, de répondre aux besoins de dire, de penser et ses sentiments. Ce qui lui permet aussi d'être soulagé de ces sentiments qui sont bien sûr, comme on l'a vu, ils sont sentiments de souffrance et de peine. Ça lui permet de transmettre un message, de défendre une thèse, une cause. Cette cause, c'est l'abolition de la peine de mort. Et il transmet cette thèse, il défend cette thèse, qui est l'abolition de la peine de mort, à travers le fait d'informer les gens de ce qu'ils ignoraient. Et qu'est-ce qu'ils ignoraient les gens à l'époque? Les peines d'un condamné à mort. C'est une façon de les sensibiliser au fait qu'il est un être humain. Donc ça, c'est une présentation générale de ce qui se passe ou des informations essentielles qu'on a entre le chapitre 1 et le chapitre 7. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette partie, on a les informations essentielles qui nous permettent de comprendre la suite des événements et de comprendre le contexte dans lequel on devrait mettre l'œuvre. Qui parle, où il se trouve, comment il s'exprime, quelle est sa situation et pourquoi il parle, pourquoi ce texte. Mais entre le chapitre 1 et le chapitre 7, il y a une autre difficulté. Il y a une autre particularité, c'est qu'il y a un désordre de point de vue chronologique. Quand je dis chronologique, c'est-à-dire le développement des événements dans le temps. Il y a un décalage et une difficulté à comprendre la progression des événements puisqu'il n'y a pas respect de la chronologie logique. C'est-à-dire on ne va pas du présent ou du passé au présent vers l'avenir. Il y a des va-et-vient. Il y a des chapitres où on va du présent vers l'avenir. Il y a d'autres chapitres où on revient au passé. Et donc c'est un peu perturbant. On va essayer de clarifier tous ces éléments. Et donc il y aura deux niveaux de compréhension ou d'organisation des événements et des chapitres. Il y a la progression de l'œuvre, chapitre par chapitre, et puis il y a la progression temporelle. Alors, pour comprendre la progression temporelle, il faudrait qu'on la comprenne par rapport à un repère, qu'on va appeler le jour J. Ce repère,
qui est le jour J, on va le considérer comme le jour de l'exécution. C'est-à-dire, on va comprendre la place où se trouve chaque chapitre de point de vue temporel par rapport au jour de l'exécution. Est-ce que c'est avant le jour de l'exécution d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, d'une semaine, de 2 semaines? Et bien sûr, tous les événements que nous avons dans l'œuvre sont avant le jour de l'exécution. Alors, chapitre 1. Petit rappel des événements du chapitre 1. Donc le chapitre 1, le condamné à mort nous expose sa situation, sa souffrance de cette situation. Où est-ce qu'il se trouve de point de vue temporel? C'est le jour J moins une semaine. Comment on le sait? Alors, au chapitre 1, le chapitre 1 commence par voilà 5 semaines que j'habite seul avec cette idée. Il habite seul avec cette idée, laquelle idée est être condamné à mort depuis 5 semaines. Et on sait que du moment où il est condamné jusqu'au jour de condamnation, ça on va le découvrir au chapitre 2, il y a 6 semaines. Et donc, 5 semaines moins 6 semaines, il reste une semaine au jour de l'exécution. Chapitre 2. Retour. Alors, au chapitre 2, il y a un retour sur le dernier jour du procès. Le jour de l'annonce du verdict, c'est-à-dire le jour où il a été effectivement condamné à mort. Et bien sûr, il y a un retour en arrière, puisque là, nous sommes le jour J moins 6 semaines. À la fin de ce chapitre, il y a un passage où le condamné, quand on lui annonce le verdict et on veut l'emmener à Bicêtre, il voit 2 filles qui sont contentes, bien sûr, qu'il soit condamné et qui disent, impatientes, que le jour de l'exécution sera dans 6 semaines. Donc, l'intervalle qu'il y a entre le jour de l'exécution, entre le jour de la condamnation et le jour de l'exécution, c'est 6 semaines. Et donc, ici, nous sommes dans le chapitre 2 à J-6. Chapitre 3, c'est comme le chapitre 1, en fait. On retourne sur les souffrances au présent, que vit au présent, au moment de l'écriture, le condamné à mort. Donc, comme le chapitre 2, nous sommes à J-1 semaine. Chapitre 4, on va faire les chapitres 4 et 5 tous les deux. Chapitre 4, c'est l'arrivée à Bicêtre. Et l'arrivée à Bicêtre se fait tout de suite après l'annonce du verdict. C'est le même jour, le même moment, on lui annonce le verdict. Après, il y a une voiture qui l'attend, il va l'amener à Bicêtre. Chapitre 5, il y a le récit des premiers jours et des premières semaines à Bicêtre. Donc, de point de vue temporel, entre le chapitre 4 et le chapitre 5, on a une sorte d'intervalle. Et cet intervalle, il est entre 6 semaines jusqu'à 4 semaines, c'est-à-dire on nous décrit, on nous parle des premiers moments qu'il passe en prison. Chapitre 6, écrire ou ne pas écrire. Il se pose la question d'écrire. C'est là où il va prendre la décision d'écrire. Et bien sûr, il se pose la question, il y a toute une argumentation qui se met en place et à la fin, il décide d'écrire, comme on a vu dans la diapo précédente. Il donne les raisons pour lesquelles il va écrire. Et bien sûr, ça, c'est J-1 semaine, puisque quand il décide d'écrire, il se met à écrire. La même chose pour le chapitre 7. Il y a quelques doutes qui lui traversent l'esprit sur le fait d'écrire ou pas, puisqu'il dit c'est inutile, etc. Mais ça ne lui empêche pas d'écrire, et donc on est dans la même progression temporelle avec le chapitre 6. Donc vous voyez, il y a des va-et-vient qui perturbent. Mais ce qui est rassurant, c'est que par la suite, à partir du chapitre 8, nous allons dans une progression temporelle qui est, je dirais, normale. On va du présent de l'écriture au futur, on va jusqu'au jour de l'exécution. Il y aura du chapitre 8 jusqu'au chapitre 18 ou jusqu'au chapitre 17, il va parler de la dernière semaine, et puis du chapitre 17 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 49, ce sera le dernier jour. Et je vous remercie.